20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. Mohamed Dionne s'est soumis à la tradition. Il a effectué sa déclaration de politique générale ce mardi. Nous serons dans quelques instants à l'Assemblée nationale en direct avec notre équipe pour passer en revue les mesures annoncées sur le plan économique, social, entre autres. L'AFP aura un candidat pour la présidentielle de 2017. C'est Mamadou Goumbala, responsable politique du parti de Moustapha Niasse, qui l'annonce. Alioune Ndao n'est plus le procureur spécial de la CREI. Il a été remplacé au poste par Chertidiane Mara. Et puis en fin d'édition, comme tous les mardis, vous aurez droit à votre dossier économique qui s'intéresse aujourd'hui à la taxe sur la valeur ajoutée. Les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sarah Cissé, bonsoir. Bonsoir, Chertidiane Diao. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a effectué ce matin sa déclaration de politique générale. Justement, nous allons de ce pas à l'Assemblée nationale pour y retrouver Ibrahim Makane. Ibrahim Makane, bonsoir. Bonsoir, Chertidiane Diao. Alors, Ibrahim Makane, donc nous allons aborder avec vous le volet économique. 3 défis majeurs annoncés, entre autres bâtir une croissance forte et durable et la création de revenus durables avec la création d'emplois. Tout à fait, Chertidiane Diao. Il faut dire qu'en substance, ce qu'on peut retenir sur le plan économique de cette déclaration de politique générale, c'est d'abord l'ambition de l'État de bâtir une économie productrice. Le Premier ministre, à l'entame de son propos, annonce une croissance économique de 4,5% d'ici à la fin de l'année. Il a répertorié également 3 défis majeurs à relever, vous l'avez dit, notamment bâtir une croissance forte et durable, créer également des revenus durables pour les populations, mais aussi offrir des emplois, surtout aux jeunes. L'agriculture également figure en bonne place dans cette déclaration de politique générale, en ce sens qu'elle est un moteur important à même de booster l'économie nationale. Le Premier ministre annonce l'aménagement et la valorisation de plus de 300 000 hectares. Et l'objectif n'est autre que de produire plus, tout en réduisant le déficit de la balance commerciale, c'est-à-dire réduire de manière drastique les importations. Le chef du gouvernement annonce une production de 2 600 000 tonnes de riz paddy, avec notamment la suppression de la TVA sur le riz local. Ce sera pour 2017. L'aquaculture et la pêche seront également boostées. Le Premier ministre annonce également l'accélération de la mise à niveau des entreprises avec notamment un plan d'action pour la restructuration des entreprises en difficulté. Et puis, last but not least, l'énergie qui a occupé une bonne place également dans cette déclaration de politique générale avec l'annonce du mix énergétique, et l'objectif est de produire 1000 MW d'ici à l'horizon 2017. Chertidiane Diao. Ibrahim Makane, merci. Sarah, nous restons à l'Assemblée nationale. Des mesures sur le plan social ont également été annoncées. Absolument, Chertidiane. Le volet social qui a occupé une bonne partie de ce discours de politique générale, vous allez le voir. Justement, pour en parler, nous retrouvons Salimata Aoussek de l'autre côté, au niveau de l'hémicycle. Salimata, bonsoir. Bonsoir, Sarah. Alors, un petit résumé de ce volet social. Effectivement, Sarah, le Premier ministre a insisté sur l'aspect social, plus particulièrement sur l'amélioration immédiate des conditions de vie des populations. Il a déclaré aussi que plus de 100 ménages bénéficient déjà d'une allocation de 100 000 francs par an et que le nombre passera à 200 000 familles dès 2015, avec notamment 20 milliards rajoutés sur les bourses familiales. Sur le plan sanitaire aussi, Sarah, le chef du gouvernement a souligné que la couverture maladie universelle sera plus effective dans les structures sanitaires, mais aussi la gratuité de la césarienne, de même que la dialyse dans les structures publiques. Sur l'emploi des jeunes, également, Mohamed Boun Abdallah Dionne a annoncé la création de 300 000 emplois par la formation à l'emploi salarié. On peut aussi noter, Sarah, l'encadrement des jeunes et leur formation pour, dit-il, préparer la jeunesse à ses devoirs et responsabilités futures. Il a beaucoup insisté sur l'aspect social, on peut le dire,
avec la création de 2000 logements sociaux qui abritent déjà les familles sinistrées, mais aussi les vastes chantiers engagés à Diamniadio et qui permettront de réaliser plus de 16 000 unités d'habitation sur la période 2014-2017 avec une cible de 30% de logements sociaux. Pour terminer, Sarah, le PM a aussi avancé que le secteur des transports sera davantage modernisé avec le renouvellement du parc des minibus et l'acquisition de 475 nouveaux minibus pour le renforcement du parc de transport public de Dakar Demdik. Tout ce qu'on peut dire, Sarah, c'est que la déclaration de politique générale a été sobre, mais aussi ça a servi de tribune à l'opposition sur l'interdiction de leur meeting du 21 novembre prochain. Sarah Cissé. Merci beaucoup Salimata Osek pour ce résumé clair et succinct de ce volet social qui, il faut le dire, a occupé une belle part dans ce discours de politique générale, cher. Voilà, Sarah Cissé, nous restons toujours à l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, c'est pour accueillir Chérif Dia qui va nous parler de diplomatie et de justice. Chérif, des mesures ont été également annoncées, notamment la modernisation de l'entreprise, des réformes prévues d'ici 2015, la justice, accélération des procédures de lutte contre la corruption également. Oui, en effet, cher Tidjane Dia, on va même commencer par le dernier aspect que vous avez évoqué tantôt, le secteur de la justice, qui a occupé une place de choix dans la DPG du Premier ministre. Mohamed Boun Abdallah Dionne a promis une modernisation de ce secteur avec une protection des droits et libertés, mais aussi la lutte contre la corruption, la reddition des comptes, mais aussi l'accélération des procédures judiciaires. Le troisième Premier ministre du président Macky Sall a toutefois été interpellé sur, comme Salimata l'a dit tout à l'heure, sur l'interdiction de la manifestation du Parti démocratique sénégalais et les autres partis de l'opposition prévus le 21 novembre de ce mois. Mais sur ce point-là, le Premier ministre a la même position que le président Macky Sall. Il renvoie tout au gouverneur qui est habilité seul à autoriser ou interdire la manifestation selon les degrés de risque. Mais l'opposition a dit que quel que soit Alpha, qu'il pleuve ou qu'il neige, elle va maintenir sa manifestation pour dire que c'est un aspect quand même qui a failli un peu occuper une bonne place ici à l'Assemblée nationale, parce que l'opposition n'a parlé que de cette manifestation. C'est pourquoi la majorité a dit que l'opposition n'est pas intéressée par les questions sociales et autres, sinon elle n'aurait pas insisté sur cet aspect de marche, laissant de côté les autres aspects évoqués par le Premier ministre, notamment le plan Sénégal émergent. Comme vous l'avez dit également sur le plan de l'administration, il a aussi promis plus de célérité dans l'administration pour un renouveau du service public. C'est donc dire que le Premier ministre veut une administration plus moderne d'ici à 2015. C'est pourquoi il a promis que tous les 15 jours, le gouvernement va venir se présenter ici à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Également, il a annoncé plus de moyens aux forces de sécurité et de défense, c'est-à-dire l'armée, la gendarmerie, la police et les autres corps militaires et paramilitaires. Sur le plan de la diplomatie, il a même salué le retour du Sénégal sur le plan national et international. Et il a fait un clin d'œil aux Sénégalais de l'extérieur, c'est-à-dire les émigrés sur qui il compte également pour booster l'économie et tout. Donc c'est dire, cher Tidjane Diaw, que la déclaration de politique générale se poursuit. Au moment où nous vous parlons, Mohamed Dionne est à la tribune pour répondre aux questions des députés. C'est le dernier tour de table avant le clap de la fin. C'est donc ce qu'on peut retenir. Comme vous l'avez dit, dans son comportement, un Premier ministre sobre, calme. Ces qualités-là, il les a également défendues ici à l'hémicycle, à l'Assemblée nationale. Donc pour dire qu'il a été très précis dans les annonces et déclarations. Le tout enrôlé et regroupé au sein du plan Sénégal émergent. C'est tout ce qu'on pouvait retenir ici à l'Assemblée nationale. En attendant d'y revenir dans nos prochaines éditions, remercier toute l'équipe technique qui est là, les journalistes, les techniciens qui ont été très braves tout au long de cette journée ici à l'Assemblée nationale, la rédaction, tout le monde. Donc merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, un grand merci à vous également, Chérif Dia Ibrahima Kane et Salimata Osek. Alors, quelle appréciation pour cette déclaration de
politique générale. Là-dessus, je vous propose d'écouter la réaction de quelques politiques, Seydou Gueye, Aïda Mbodj, Barthélémy Diaz, des propos recueillis par Pape Faraning et Ibou Cissé. Il a tenu un discours très construit, un discours qui est remarquable pour sa sobriété et son efficacité, puisque de la vision, il a parlé des valeurs, il est passé aux valeurs, en expliquant bien la mission qui lui était assignée et le plan d'action qui lui permet de réaliser justement cette grande ambition du président de la République, qui est de construire le Sénégal émergent. C'est un problème de système, comme on l'a dit, mais ce n'est pas un problème d'homme. Donc on a essayé de le conscientiser, parce qu'on n'a pas le droit de lui faire subir une telle catastrophe. Mis l'accent sur l'acte 3 de la décentralisation, pour indiquer à M. le Premier ministre que nous sommes des souteneurs de l'acte 3. Nous y avons cru et on a voté pour l'acte 3. Mais grande fut notre surprise. On nous avait promis des territoires fiables, viables, rentables, bancables. Aujourd'hui, nous avons, nous, dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, l'un des plus grands groupes, pour ne pas dire le plus grand groupe au Sénégal. C'est le groupe Sonatel Orange. Avec l'acte 3, on n'obtient rien de ce groupe. C'est-à-dire qu'on est obligé de nouer un partenariat public-privé ou bien, au nom de la responsabilité sociétale d'entreprise, pouvoir obtenir quelque chose de ce groupe. Les déclarations de politique générale se succèdent et se ressemblent depuis la première alternance au Sénégal. Sarah de Wade Macky Sall, la différence est minime. Toutefois, chers, les premiers ministres se distinguent par leur capacité à convaincre par le verbe. Mody Gueye. Ce mardi 11 novembre 2014, Mohamed Ben Abdallah Dionne sera le 14e chef de gouvernement à se soumettre à ce rituel. D'abord, nous sommes le 19 mars 2000, date et début de la première alternance. Abdoulaye Wade porte son choix sur Moustapha Niasse. Dans sa déclaration de politique générale, il fait état d'un pays à genoux où tout est à refaire. Réforme, reconstruction rythme son message. Son idylle avec Abdoulaye Wade n'aura duré que le temps d'une rose. Il est remplacé par Mama Diorboy, la première femme chef de gouvernement du Sénégal indépendant. Son magistère, la fin du duo Wade-Niasse, son message, la continuité. Emporté par le naufrage du bateau le Joola, arriva Idrissa Seck. Le grand oral, être fort pour reprendre la marche où la droiture, la transparence, l'autorité, la fermeté, la cohérence et la conscience en constituent l'axe central. Et viennent ensuite Macky Sall, Cheikh Agibou Soumaré, Souleymane Ndéné Ndiaye. Les grands chantiers du chef de l'État et la réélection du président ont pris le dessus sur les véritables orientations politiques devant prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Pour non-respect de ces différents engagements, le régime de Wade est sanctionné. Nous sommes en 2012, survient la deuxième alternative. Le banquier Abdoul Mbaye est chargé de remettre le train du développement sur les rails du Yoonu Yokkouté. Prise en charge des urgences sociales et la réduction des inégalités, la relance de l'économie et la promotion de l'état de droit et la bonne gouvernance. L'urgence d'un pays où tous les signaux sont au rouge ne peut attendre des changements macroéconomiques à long terme. Aminata Touré est désigné pour accélérer la cadence, non pas pour satisfaire la demande sociale, mais pour gagner les locales. Après 2 échecs, Macky joue sa 3e carte avec comme idée générale un Sénégal émergent. Mohamed Ben Abdallah Dionne a la lourde tâche de sa mise en œuvre, ses premiers mots après sa nomination au travail. Alors, qui disait qu'il fallait travailler, encore travailler et toujours travailler? Mody Gueye, merci. Nous parlons à présent de ces chambres africaines extraordinaires, ces juridictions chargées de juger des crimes internationaux commis au Tchad et dont la légitimité est sujette à polémique ces derniers jours. Toutefois, Maître Hassan Diomandia estime que les Africains doivent laisser à la Chambre africaine extraordinaire faire son travail pour le bien de la justice africaine. Je propose là-dessus ce sujet signé à Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Les chambres africaines extraordinaires des juridictions chargées de juger des crimes internationaux commis au Tchad pour une période bien déterminée. Les chambres africaines ont été instituées par l'Union africaine avec un statut, donc sous la forme d'un tribunal international qui fait application du droit international et également subsidiairement des règles du code de procédure pénale sénégalais. Donc ces chambres sont chargées de juger les faits commis au Tchad de 1982
à 90. En ce moment, son indépendance est mise à rude épreuve, attaquée de toutes parts par les avocats de Hissène Habré qui parlent de corruption en son sein. Ces chambres ont suffisamment démontré aujourd'hui leur indépendance à l'égard de tous les groupes de pression. D'abord, on parle de débit aujourd'hui, mais ces chambres ont rejeté la demande de constitution de partie civile de l'État du Tchad. Donc, ce qui dénote une volonté d'indépendance. Si Déby caporalisait aujourd'hui ces chambres, il est évident que ces chambres n'auraient jamais rejeté cette constitution de partie civile. En tout état de cause, Maître Assane Diomandiaye exhorte les Africains à laisser cette chambre travailler pour le bien de la justice africaine. Du monde que l'Afrique est capable de juger ses propres fils selon les standards internationaux. Et si jamais ce procès échoué, cela voudra dire que l'Afrique n'est pas capable justement de juger, elle est réfractaire à la justice. Chargé de juger Hissène Habré, actuellement, tous les yeux sont braqués sur cette chambre et le devenir de ce procès tant attendu. Et puis je vous disais en sommaire, le procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite relevé de ses fonctions. Il est remplacé par Cheikh Tidiane Mara. Nous parlons politique à présent. Va-t-on vers une scission au sein de l'AFP? Un des responsables de ce parti annonce que la formation politique dirigée par Moustapha Niasse aura bel et bien un candidat à la présidentielle de 2017. Et on peut dire, cher, que Mamadou Goumbala répond ainsi au président Sall qui avait émis le souhait de voir tous les partis de la coalition Benno Bokk Yakaar de l'accompagner jusqu'en 2022 afin de réaliser le plan Sénégal émergent. Le porte-parole du PS, lui, n'a pas voulu se prononcer sur la question. Fatima Taba. Que la paire arrête de rêver. La réponse de ces militants de première heure de l'AFP ne s'est pas fait attendre. Sur le souhait du chef de l'État d'être accompagné par les partis de la coalition Benno Bokk Yakaar jusqu'en 2022, Mamadou Goumbala précise, l'AFP aura bel et bien un candidat en 2017. J'ai entendu certains de nos responsables, dont un ministre et un député qui disent que c'est déjà décidé au niveau de l'AFP qu'en 2017 nous n'aurons pas de candidat et que nous allons soutenir Macky Sall parce qu'à la fin de son mandat en 2017, l'AFP sera comptable de son bilan. Je dis que c'est absolument faux. Quand nous avons soutenu Macky Sall au deuxième tour, on n'avait pas de choix. Ne pas présenter un candidat en 2017 pour l'AFP et éventuellement pour le Parti des socialistes, c'est signer en quelque sorte la dissolution définitive de ces partis à l'intérieur de l'APR. Mieux encore, ce membre fondateur de l'AFP n'a pas raté son secrétaire général qui, selon lui, ne se préoccupe que de ses intérêts. Mamadou Goumbala souhaite le départ de Moustapha Niasse à la tête du parti. Que Niasse soit d'accord ou pas, lui, il peut ne pas être candidat. Il a déjà dit qu'il ne sera plus candidat à une élection. En 2017, nous aurons un candidat parce qu'on n'a pas de candidat, on va disparaître de l'arène politique. Il veut avoir des héritiers biologiques riches. Mais il ne veut pas avoir des héritiers politiques. C'est ça que Moustapha Niasse veut et ça nous le refusons. Nous refusons. Après le départ de Moustapha Niasse, l'AFP survivra. Autre parti de la coalition Benno Bokk Yakaar, le PS, mais son porte-parole ne veut pas s'y prononcer pour l'instant. Macky Sall souhaite réaliser le plan Sénégal émergent avec la coalition qu'il avait portée au pouvoir. Un souhait pas du goût de certains. Nous parlons de toute autre chose. Mention très bien pour l'enseignement supérieur du Sénégal. Sarah, sur les 35 candidats au concours du CAMES, 34 ont été reçus. Tout à fait, cher. Un exploit, mais des résultats qui constituent un réel paradoxe compte tenu de tous ces remous et de la crise qui secoue le monde de l'enseignement. Pape Faraning, Maud Diop. Un excellent résultat qui honore l'enseignement supérieur. La réussite des 34 professeurs sur les 35 candidats au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur est une preuve qu'au Sénégal, il y a des professeurs de qualité. Il y a toujours de la crème au niveau de l'université. On est très content de ce résultat. Donc vraiment, on peut dire que bravo. Ça montre que l'université, vraiment, à l'université, les gens ne jouent pas, on travaille. Un contraste qui étonne plus d'un à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Durant ces 3 dernières années, ou 4 même, on voit que l'enseignement supérieur a un peu faibli. Les cours ne se déroulent pas normalement. Ils font tout pour réussir, mais des fois ce sont les perturbations qui empêchent des fois qu'on soit dans de bonnes conditions pour réussir. La réussite de ces professeurs va redorer le blason de nos universités. L'université Cheikh Anta Diop gardera toujours sa crédibilité.
malgré les perturbations, il y aura toujours de grands hommes qui vont sortir de cette université. Ça honore le Sénégal, parce que quand même on a toujours eu depuis les indépendances, ou bien même avant les indépendances, cette image qui était très belle du Sénégal, de ses cadres, de son université. Ce résultat de plus de 99% au concours du CAMES confirme la crédibilité de nos universités, mais ces dernières années, le résultat des examens au niveau des universités est peu satisfaisant. Et nous parlons à présent de ce congrès international sur les aliments traditionnels africains qui s'est ouvert à Dakar. Objectif, la revalorisation des aliments traditionnels, une stratégie pour aider les gouvernants à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Aminata Mbaresso. Ce congrès international, le premier de ce genre, organisé par AFTER, au menu de discussion, la revalorisation des aliments traditionnels africains, un défi majeur à relever. Montrer toute la qualité, tous les atouts que renferment les aliments traditionnels africains. Et ensuite, à partir de ces aliments traditionnels, ou bien à partir des matières premières, appliquer des technologies innovantes, applicables dans nos pays, pour pouvoir produire de nouveaux produits, pour pouvoir mettre en exergue encore davantage ces produits africains. L'utilisation, la valorisation de ces produits peuvent être d'un grand apport à l'économie nationale, de l'avis du docteur Mamoudou Amoudou-Sek, directeur général de l'ITEA. Nous avons dit que d'ici 2017, nous pourrons, par exemple, produire notre propre riz. Mais ça, c'est que nous sommes assez modestes. Nous pourrons exporter du riz au-delà de 2017. Et il faut savoir que nous avons des aliments qui, bien remaniés, innovés, produisent toute une variété de repas. Ce type de démarche qui permet à notre pays de valoriser ses propres ressources pour que plus tard nous puissions prendre les sommes reversées à importer dans le cadre de notre propre développement. Une adaptation de ces produits traditionnels au changement alimentaire s'avère nécessaire pour un accès sur le marché. Pendant 2 jours, les différents participants vont échanger mais également faire part de leurs recherches pour une meilleure promotion des produits traditionnels africains. Aminata Mbaresso, merci. À présent, le dossier économie du jour qui porte sur la taxe sur la valeur ajoutée. Cet impôt appliqué sur les produits de consommation, Sarah, permet au Sénégal de brasser des milliards. De l'argent qui autorise l'État à subvenir à certaines de ses dépenses. Les détails du dossier économie, c'est avec Fatou Bintou Conté à l'Undiaï. La TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, est un impôt indirect fixé sur la consommation qui est directement facturé sur les biens et services. La TVA dont il s'agit est une taxe sur les marchandises que nous consommons, sur le matériel que nous achetons. C'est une taxe sur chaque type d'achat. L'État du Sénégal engrange chaque année des milliards de TVA sur le consommateur sénégalais. Au Sénégal, nous sommes peut-être dans environ 100 milliards par mois d'entrée vraiment fiscale environ. Donc l'État du Sénégal, globalement, pèse 1000 milliards de taxes annuelles et d'impôts, tout confondu. Toujours à la recherche de fonds, le gouvernement met aussi sur place un système de taxation sur des produits différents les uns des autres. Il y a des domaines moins taxés. Parce qu'en fait, la taxe sert aussi d'une part à encourager une consommation, à freiner une consommation. Si l'État n'interdit pas, par exemple l'alcool qui n'est pas bon, par exemple la cigarette qui n'est pas bonne. Alors, pour empêcher les gens de fumer beaucoup, il faut faire passer le paquet de cigarettes aujourd'hui de 500 à 1000 francs. Comment? Mais tripler la taxe sur la cigarette, tripler la taxe sur l'alcool, tripler la taxe sur les entrées de n'importe quelle boîte de nuit. Et dans les supermarchés, une nouvelle taxe a été imposée aux consommateurs. Cette taxe n'a rien à voir avec la TVA, selon cet économiste. L'État, au-delà de la TVA normale sur la marchandise calculée à 18%, ce pourcentage ne change pas. Maintenant, toute autre taxe, taxe spécifique, taxe, il faut lui donner un nom. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tant qu'instrument de politique, l'État va chercher de l'argent partout. Maintenant, c'est de façon intelligente.
Croire que après, quand on sort d'un supermarché avec 20 000, plus de 20 000, on est riche. Moi, je crois que c'est se tromper. C'est de l'arnaque à la limite fiscale. Il faut ajouter que la taxe sur la valeur ajoutée, cet impôt permet aux États de fonctionner, c'est-à-dire de régler leurs dépenses. Voilà la page des sports que nous démarrons avec cette information. La CAF qui annonce que la CAN 2015 n'aura plus lieu au Maroc. Le Maroc donc est disqualifié de l'organisation de cette CAN. Le royaume chérifien donc a abandonné pour cause d'Ebola. Direction Paris avec la première séance d'entraînement des Lions ce lundi. Le professeur Fallou Cissé donc fait l'état des lieux des troupes après le forfait de Mohamed Diamé, Moussa Sow et Sadio Mané ont été ménagés. Il n'y a pas d'inquiétude pour Papis Demba Cissé. L'équipe nationale a démarré son regroupement ce lundi à Roissy en région parisienne pour préparer le match face à l'Égypte. Je vous propose de suivre le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Mamfatou Ndoye et Hamza Diallo. Les informations sont à chercher du côté de l'infirmerie. Moussa Sow et Sadio Mané ne se sont pas entraînés pour la première séance. De petites gênes, mais rien de grave. On a eu quelques petits soucis avec Moussa Sow, qui a reçu un coup au genou lors de son dernier match et qui est sorti. Mais quand on l'a examiné aujourd'hui, il y a eu plus de peur que de mal. Et Sadio, vous avez vu peut-être qu'il est sorti à la 62e match parce qu'il a eu un traumatisme au niveau de sa cheville. Là, on l'a examiné, là aussi plus de peur que de mal, mais nous avons voulu ne pas prendre de risques inutiles. Et nous avons encore plusieurs séances d'entraînement avant le match, c'est pourquoi nous avons préféré le laisser au repos. Des interrogations sur l'état de santé de Papis Cissé, son genou, pas besoin, selon le professeur Fallou Cissé. Mais Papis Demba Cissé est un joueur professionnel. Il gère bien son corps. Moi, quand il est venu, on l'a interrogé, il ne se plaint absolument de rien. Mais c'est un joueur professionnel. Les joueurs professionnels connaissent très bien leur corps. Un absent de marque, Mohamed Diamé, le capitaine des Lions, a très vite informé le staff de l'équipe nationale. Mohamed Diamé, c'est une entorse de la cheville. Et très tôt, le coach m'a appelé pour me dire que Mohamed est forfait. Et là, Mohamed, vous voyez, c'est un garçon extrêmement sérieux et très patriote. Donc, s'il a déclaré forfait, c'est véritablement à cause de sa cheville. Pour leur second jour de regroupement, les Lions de la Teranga s'entraîneront à 2 reprises sur la pelouse du complexe sportif des Tournelles et il faudra faire avec la boue sur la pelouse. Et nous restons avec la pelouse justement pour parler de Génération Foot qui a un nouvel ambassadeur et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Florent Malouda, ancien international français de football. Le joueur de Metz était en visite ce matin dans les locaux du centre à Denis Biramda au compte rendu signé Abdulaziz Khan et Mohamed. Un ambassadeur de taille pour Génération Foot, Florent Malouda, ancien international français et actuel pensionnaire de FC Metz, a été chargé par son président Bernard Serin. La rencontre avec les jeunes, on vient de partager un repas et on va rencontrer les jeunes de l'académie et c'est des bons moments à partager. On parle de mon vécu et de mon expérience à leur âge. Parler de mon vécu et puis échanger avec eux aussi, peut-être par rapport à leurs incertitudes, des questions, des choses qu'ils s'imaginent par rapport là-bas, et puis les rassurer par rapport à ça. Fier d'avoir un ancien international français comme ambassadeur, le président de Génération Foot pense surtout que sa présence va motiver ces jeunes. C'est une motivation supplémentaire de le voir et puis bon, tout à l'heure il aura une discussion avec ces jeunes pour lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il peut apporter qu'un plus à Génération Foot. On a déjà, malgré notre modeste centre, on a déjà un vécu, nous avons sorti pas mal de jeunes. Aujourd'hui nous sommes à plus de 80 joueurs. Nous avons aujourd'hui le dernier Sadio Mané et Diafra qui brillent en équipe nationale et dans leur club. Donc
Donc la venue de Florence est un plus pour nous. Pour son premier séjour au Sénégal, Malouda découvre un pays qu'il a eu à supporter. Je suis supporter du Sénégal et même quand ils ont battu la France, je dirais que par rapport au mérite et à la qualité de leur football, c'est une équipe, c'est une grande nation du football africain. Il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est une nation qui a du caractère. Florent Malouda a presque tout gagné dans sa carrière. Par sa présence, Génération Foot veut prouver qu'il est lui aussi prêt à arpenter les chemins de la réussite. Abdelaziz Khan, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Merci Sarah. Merci à toi, Cheikh. Et à demain. Prochain rendez-vous pour l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Mais avant, vous avez rendez-vous avec Fatidien dans son émission Diaru Djamba. Et puis la table de la presse qui recevait le président Macky Sall. Au revoir.